Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Bonjour. Bon, on est content, vous êtes nombreux aujourd'hui. On va attendre encore 1 ou 2 minutes et après on pourra se lancer dans le webinaire. Donc, tout le monde Bonjour. arrive. Bonjour. Bonjour. Allô. Bonjour. Oui, n'hésitez pas à allumer la caméra, c'est toujours plus convivial si vous le souhaitez, bien sûr. Alors, d'autres personnes en salle Non, moi, je suis dans un d'attente. moment du public, c'est pour ça qu'il y a des caméras. Bonjour Éléonore. Bonjour. Ok, Anaëlle. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Bonjour Ok. Anaëlle, bienvenue. Ok. Ça m'a l'air pas trop mal. Notre personne en salle d'attente. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Et bonjour. Allez, encore une petite minute. On respecte le timing. Ok, ça m'a l'air pas trop mal. Donc, écoutez, bienvenue à toutes et à tous sur ce webinaire qui va porter sur les violences sexistes et sexuelles en entreprise, donc repérer, agir et protéger. Aujourd'hui, on ne va pas être tout seul sur ce webinaire, on va être accompagné d'une experte du sujet, donc Charlotte Chaudigna. On est très contente de t'avoir avec nous. Ça fait partie de ces nouveaux formats de webinaire où justement on n'est plus tout seul et où on invite des experts du sujet pour discuter avec nous et essayer de vous transmettre toujours plus d'informations. Donc c'est un webinaire qui va durer environ 45 minutes. On va avoir 40 minutes d'échange avec Charlotte et ensuite il y aura une session questions-réponses. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à poser vos questions tout au long du webinaire dans le chat. On les reprendra à la fin pour justement répondre à vos interrogations si vous en avez. Au niveau de l'objectif du jour, donc c'est le suivant, comprendre la définition et le cadre des violences sexistes et sexuelles en entreprise. Ensuite, comprendre les enjeux qui sont liés à ces violences. Ils sont assez nombreux, on va le voir ensemble, donc RH, juridique et aussi managériaux. Et enfin, on essaiera de vous transmettre des conseils clés, en tout cas des actions concrètes pour justement repérer, agir et orienter, si besoin, les personnes par ces violences sexistes et sexuelles. J'ai l'impression que ma vidéo est un petit peu en train de laguer. Est-ce que c'est le cas? Ou est-ce que c'est bon, vous m'entendez bien? Oui, Ouais. moi, je vous entends très mal. Tu bugs un chouïa de mon côté, mais ça reprend doucement le fil, Charline. Ok. Bon, je vais essayer de fermer un petit peu d'onglet. Peut-être que ça ira un peu mieux. Donc, les objectifs sont les suivants. Si vraiment ça rame trop, n'hésitez pas à me faire signe, j'essaierai d'ajuster. Donc, aujourd'hui, ce webinaire, il est porté par Rupture Engagée. Donc, Rupture Engagée, c'est un cabinet de conseil qui est basé à La Rochelle et à Nantes et qui a pour vocation d'accompagner des entreprises, peu importe le secteur d'activité, peu importe la taille, dans la transition sociétale et environnementale. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on n'est pas tout seul, on est accompagné de notre experte Charlotte, que je vais laisser donc se présenter. Donc, je te laisse. Bonjour à tous et à toutes. Ouais, merci beaucoup Charline. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'être là aujourd'hui pour parler de ce sujet fort à considérer en entreprise. Donc moi, je m'appelle Charlotte Chaudigna, je suis basée à Lille et j'ai une expertise donc sur les violences conjugales où je sensibilise justement les entreprises sur la posture et les éléments à mettre en place pour accompagner justement ce sujet fort. Et je suis également facilitatrice de la fresque du sexisme. Voilà pour moi. Super. Merci Charlotte et encore merci d'être avec nous ce matin pour ce webinaire. Donc, comme je vous l'ai expliqué, on a plusieurs questions pour Charlotte. On en a une petite dizaine et justement, on va pouvoir commencer avec la première. Donc, c'est Charlotte, justement, que recouvrent concrètement les violences sexistes et sexuelles au travail?
Ouais, super. Je ne sais pas d'ailleurs si tu veux passer la slide qui suit pour qu'on puisse avoir tous les éléments, mais d'ailleurs qui sont plutôt marquants. Déjà, ce que j'aimerais introduire, c'est que les violences sexistes et sexuelles, on va raccourcir, qu'on appelle communément VSS, ce sont pas uniquement, c'est pas un sujet sociétal ou privé, hein, c'est vraiment quelque chose qui arrive très fort dans l'entreprise, qui est très présent. Et ce n'est pas toujours juste une agression physique. Ça va vraiment beaucoup plus loin. C'est des choses qui s'inscrivent en fait dans ce qu'on appelle un continuum, d'ailleurs en sociologie. Et voilà, ça va des stéréotypes sexistes aux blagues un peu lourdingues que l'on peut entendre en entreprise. Et parfois même, ça va jusqu'aux agressions et aux violences qui sont répréhensibles par la loi. Donc, on a noté vraiment trois points forts qui peuvent être identifiés et qui peuvent arriver en entreprise. Le sexisme ordinaire avec justement ces fameuses petites blagues qui ne font rire généralement pas grand monde. Ça, c'est des choses qui sont effectivement répréhensibles par le Code du travail. Le harcèlement sexuel, dont on va parler un petit peu plus après, et les agressions sexuelles qui sont un délit ou parfois même un crime lorsqu'on peut parler aussi de viol. Donc, ce sont des choses qui sont effectivement importantes à bien garder en tête. Voilà, les violences qui ne commencent pas avec une agression et qui sont très souvent des comportements en fait qui sont banalisés dans l'entreprise. Ok. Merci Charlotte pour avoir rappelé le contexte justement de ce webinaire et les différentes formes justement de violences sexistes et sexuelles. Et effectivement, on va parler de VSS dans le cadre de ce webinaire, donc gardez bien ce petit acronyme en tête. Je te laisse peut-être aussi commenter cette slide. Je continue. Effectivement, l'entreprise n'est pas un espace neutre, ça vous êtes pas... vous êtes censé bien l'avoir en tête, je pense. Il y a différents rapports hiérarchiques où le manager ou la direction a un vrai pouvoir réel en fait sur la carrière, sur l'évaluation, sur la promotion. Donc c'est vrai que voilà, la recherche peut-être de reconnaissance, ce sont des choses qui peuvent accentuer des situations de vulnérabilité puisque la victime de VSS peut se taire, minimiser, avoir peur de parler. Voilà, d'où la situation justement de vulnérabilité qui est accentuée par la dépendance économique, qui est un point quand même clé en entreprise. J'aime rappeler aussi que les violences, ça concerne un peu tout le monde finalement. Les salariés qu'on a souhaité d'ailleurs pas genrer, hein, on est vraiment sur les salariés hommes, des salariés femmes. C'est important de le rappeler que tout le monde peut être victime. Les alternants, alternantes et stagiaires, les prestataires, les clients. Et bien sûr, dans le cadre d'événements professionnels, ce sont des choses qui peuvent complètement arriver voilà, dans des lieux un petit peu plus informels, qui sont moins liés à directement l'espace de l'entreprise. Donc voilà, ce sont effectivement des lieux identifiés. Très bien. Merci Charlotte pour cette première réponse. La suivante maintenant, sur la prochaine question. Donc, pourquoi les VSS, justement, sont-elles un enjeu RH, juridique et managérial en entreprise? Oui, merci Charline. Tu l'as d'ailleurs mentionné dans les objectifs. C'est un enjeu en fait qui est vraiment pluridisciplinaire, qui déjà dans un premier temps va être un enjeu RH très important puisque ça va toucher des points forts comme la santé mentale avec des impacts directs en fait sur la santé à travers aussi de l'anxiété, du burn-out, de la dépression. Ça, ce sont des choses qui sont assez identifiables par les RH. On va aussi avoir un désengagement auprès de l'entreprise, auprès des équipes, auprès de son travail, hein, tout simplement, avec parfois le souhait de changer d'équipe, de demander une mutation, voire même de quitter l'entreprise. Et ça, c'est vrai que c'est une posture en tant qu'RH qui n'est jamais très simple à adopter. Et bien sûr, ça peut avoir des impacts sur l'équipe. Et aussi, j'aime le rappeler, des impacts sur la capacité à atteindre les KPI et la capacité à être performant ou performante.
Donc ça, c'est un enjeu RH qui est fort. Et on a également deux autres enjeux que je vais vous citer. Donc le deuxième, c'est l'enjeu juridique. C'est intéressant aussi de rappeler que l'entreprise a une obligation légale de prévention et de protection de la santé des salariés. Il y a des articles de loi à ce sujet, c'est un vrai sujet. L'entreprise donc a une responsabilité là-dessus selon le code du travail. Et d'ailleurs, en cas d'inaction, ça peut aller un peu plus loin pour l'entreprise, avec des contentieux au prud'homme, une responsabilité pénale en fonction de la situation et des dommages à régler de la part de l'entreprise. Là où l'enjeu aussi juridique est intéressant, c'est que, j'aime le rappeler, l'entreprise a une obligation d'enquête interne en cas de signalement, d'où le fait que si ce n'est pas pris en compte, ça peut avoir des véritables impacts. Et pour terminer, l'enjeu managérial, puisque le manager est souvent la première porte d'entrée pour le signalement, la capacité le manager doit avoir une capacité claire à poser justement ce cadre, un cadre bienveillant, rappeler le cadre légal, réagir aux comportements qui sont inappropriés et répréhensibles par la loi, et aussi un devoir de protection de ses équipes. Ça, c'est certain, puisque s'il y a une banalisation du sujet, en l'occurrence, le salarié ou la salariée pourrait être à même de ne pas forcément, ne plus forcément se confier et d'avoir une véritable perte de confiance envers son manager. Donc ça, en termes d'exemplarité, d'image de marque et de leadership, c'est vraiment très dommage pour l'entreprise. Bien. Merci Charlotte, c'est beaucoup plus clair. Mais du coup, oui, vas-y, je te laisse. Non, j'allais dire que du coup, on vous a mis en avant aussi la différence entre harcèlement moral et harcèlement sexuel, puisque ce sont deux choses très distinctes qui sont intéressantes à rappeler, et sachant que le harcèlement sexuel, si je fais un petit focus sur ce sujet, généralement dans les notions de harcèlement, il y a une notion de répétition. Pour le coup, pour le harcèlement sexuel, la loi ne prévoit pas ça. Il suffit d'une fois pour que ce soit répréhensible par la loi. Donc, c'est vrai que c'est intéressant. Et d'ailleurs, on vous a mis quelques petits exemples de comportements en fait, qui peuvent être facilement repérables en entreprise. Ce sont des choses qui sont déjà peut-être arrivées pour certaines en entreprise. Voilà, donc comme on le rappelait au début, des blagues sexistes qui sont répétées une fois ou plusieurs fois, du chantage à la promotion, ce genre de choses que vous avez, qui sont décrites sur ces deux slides. Tout à fait. Vous aurez d'ailleurs accès au support via le replay qui sera disponible sur YouTube si besoin. Alors, je continue. Troisième question pour toi, Charlotte. Pourquoi les violences conjugales concernent-elles aussi l'entreprise? C'est souvent quelque chose qu'on a un peu tendance à laisser de côté dans les violences sexistes et sexuelles. Et comment, justement, se manifestent-elles concrètement dans la sphère professionnelle? Ouais, super question. Franchement, c'est un sujet qui est hyper niche et du coup, j'aime l'aborder avec des chiffres forts qui sont qu'aujourd'hui, une femme sur 10 est victime de violences conjugales en France. Et parmi ces femmes victimes, il y en a 52% qui sont salariées. Alors attention, là, les sources qui sont mises en avant donc via égalité femmes-hommes ne traitent ici que des femmes, mais bien sûr, ça ne minimise pas du tout le fait qu'il y ait aussi des hommes qui sont victimes de violences conjugales. Je rappelle les chiffres aussi en France. Tous les 2 jours et demi, il y a une femme qui décède sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint en France, mais chez les hommes, c'est un homme tous les 14 jours qui décède. Donc voilà, c'est des choses qui sont importantes aussi à citer. On va pas genrer ici, mais c'est vrai que les chiffres qui sont relatés sont plus souvent auprès des femmes, puisque c'est plus souvent les femmes qui sont victimes majoritairement. Mais donc voilà, maintenant que le contexte est posé, c'est intéressant aussi lorsqu'on travaille en entreprise, peu importe son rôle et sa posture, de garder en tête que les violences conjugales, c'est pas un sujet privé. C'est comme les VSS, ça suit la victime partout. D'ailleurs, on va parler de victime pour ne pas genrer et d'auteur de violences conjugales. Donc,
ce qui est intéressant aussi de vous souligner, c'est que comme ces violences conjugales ne s'arrêtent pas aux portes de l'entreprise, l'entreprise a un rôle à jouer, un rôle qui est d'ailleurs une obligation légale en fait. Je vous ai mis l'article du Code du travail qui est assez connu d'ailleurs en entreprise sur l'obligation d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Mais l'Organisation internationale du travail va plus loin en fait sur ce sujet et cite notamment les violences domestiques, plus communément appelées violences conjugales. Voilà. Et donc, ici, c'est vraiment tout membre doit prendre des mesures appropriées pour reconnaître les effets de la violence domestique et dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, atténuer son impact dans le monde du travail. Donc, l'entreprise a véritablement un rôle à jouer. C'est obligatoire. Et donc, c'est vrai que, et tu peux avancer sur les slides, Charline, s'il te plaît, il y a des impacts, en fait, au travail. On l'a vu pour les VSS, les impacts que ça peut avoir. Les violences conjugales, on ne déroge pas à la règle. On peut avoir des situations de fatigue extrême, des difficultés à se concentrer en réunion. Donc, je fais le lien avec le dernier point qui est la baisse de performance, où là, ça va peut-être intéresser davantage les entreprises. Donc, la personne est finalement mentalement très préoccupée par la situation de violence qu'elle subit, peu importe la forme de violence, et on le verra juste après, mais elle est préoccupée par ces formes de violence et ça va impacter son travail. On peut avoir aussi de l'absentéisme, des retards répétés, un refus de nouer des liens avec des collègues, si c'est par exemple une victime femme, de nouer des liens avec des collègues hommes. Voilà. Tout ça nous emmène vraiment à ce dernier point qui est la baisse de performance et surtout le manque de sécurité en fait, de la salariée ou du salarié. Je vais d'ailleurs ça introduit très bien. Non, vas-y, je ne vais pas te couper l'herbe sous le pied, Charline, pour cette question. Donc, on comprend bien justement que les violences conjugales ne sont pas à minimiser dans le cadre de sujets des VSS. Et un petit peu plus de précision, peut-être ici, Charlotte, qu'est-ce qu'on met derrière violence conjugale? Ouais, ça c'est un point qui me paraissait capital de vous le rappeler si vous ne l'aviez pas déjà en tête. Déjà, le point numéro 1 à rappeler, c'est la différence entre conflit et violence. Qu'est-ce que c'est finalement une violence et qu'est-ce que c'est un conflit? Le conflit, on a deux personnes, généralement dans un couple, qui expriment leur désaccord, mais elles ont un pouvoir similaire. Elles sont vraiment, elles sont d'égal à égal. Alors que dans un contexte de violence, là, pour le coup, on n'est plus du tout d'égal à égal. Il y a une personne qui a un ascendant. Et c'est toujours la même personne qui a d'ailleurs cet ascendant, qui va vraiment dominer la situation, qui va installer une certaine forme de peur et une asymétrie, en fait, au niveau du pouvoir. Et j'aime d'ailleurs citer ce petit exemple que je t'avais cité en off, Charline, qui est dans une situation de conflit. Si une personne veut manger du riz et l'autre souhaite manger des pâtes, pas de problème, mercredi, on mangera du riz, jeudi, on mangera des pâtes, c'est pas bien grave. Et on inversera la situation. Dans un contexte de violence, si la personne A veut manger du riz, la personne B des pâtes, si la personne A et en l'occurrence a le pouvoir, on mangera toujours du riz. Ça ne changera pas. La situation vraiment restera figée. Donc, une fois qu'on a bien compris cette différence conflit et violence, on va arriver sur les 7 formes de violence conjugale que vous avez à l'écran. Certaines qui sont plus connues que d'autres, notamment les violences physiques, qui sont assez dans l'imaginaire d'ailleurs, avec ce terme de femme battue, par exemple, ou d'homme battu. Mais les violences conjugales, ça va vraiment beaucoup plus loin. Et d'ailleurs, la toute première qui touche 100% des violences conjugales, et ça a été notamment relayé par le 3919, c'est les violences psychologiques qui sont vraiment le socle de toutes les violences conjugales. On a également aussi les violences verbales, tout ce qui touche aux cris, aux insultes, les violences administratives, la rétention de passeport, tout ce qui touche en fait au papier, puis les violences économiques, ce qui peuvent intéresser d'ailleurs. Ce sujet peut intéresser les entreprises. Les violences économiques, c'est de la rétention de salaire, par exemple, de la saisie sur salaire. La victime n'est pas en mesure d'être libre financièrement et de toucher son argent. Et les cyberviolences, un petit peu plus récents, tout ce qui va toucher en fait aux réseaux sociaux, au harcèlement sur les réseaux sociaux, aux intimidations, à la violence en ligne. Et une dernière violence que je cite en dernière, mais qui devrait être citée à peu près
en premier, finalement, c'est les violences sexuelles, puisqu'il y a une véritable omerta. Et voilà, les violences sexuelles qui arrivent généralement dans, pareil, à peu près 100% des violences conjugales. Donc, on a ces 7 formes-là qui sont bien distinctes. Merci Charlotte, c'est beaucoup plus clair. Et alors, comment on fait pour les repérer, ces violences? Eh bien, comme pour les VSS, ce ne sont pas des choses qui arrivent d'un coup, qui pop lorsqu'on est par exemple en entreprise. On va direct repérer que sa collègue ou son collègue est victime de violences conjugales. Non, ce serait trop beau, je mets des gros guillemets là-dessus. Donc un signal isolé, ça ne signifie rien, hein. C'est vraiment l'accumulation, le changement brutal ou voilà, une rupture avec le fonctionnement habituel qui sont des éléments qui doivent alerter les différentes personnes dans l'entreprise. Ça peut être un changement vestimentaire soudain. Mais encore une fois, c'est pas juste du jour au lendemain, la personne arrive en jogging et en vêtements larges. C'est des choses qui s'installent dans le temps. Donc, pour peut-être se rendre un peu invisible, masquer des marques, des coups, ce genre de choses. Comment on peut le repérer? Ça peut être aussi, la personne est toujours sur le qui-vive au niveau de son téléphone parce qu'il faut absolument qu'elle se rende disponible pour son conjoint, sa conjointe. Il y a une véritable voilà, obsession du téléphone et un hyper-contrôle, la peur justement aussi de partir à l'heure ou de ne pas partir à l'heure justement, puisqu'il est comme je le rappelais, il y a le conjoint en fait va véritablement contrôler en fait l'auteur va contrôler sa victime et donc voilà, quand il y a des heures de départ d'entreprise, il faut que la personne parte à l'heure, sinon il peut y avoir des répercussions. Donc ça, c'est des choses qui sont aussi intéressantes à avoir en tête et surtout, ça c'est des éléments qui sont peut-être plus facilement observables, surtout dans le cadre de réunions ou ce genre de choses, les difficultés à se concentrer, hein, qui sont vraiment un signal fort. Je le rappelais notamment avec les éléments un petit peu plus tôt dans les slides, le fait d'être extrêmement fatigué, d'être sur le qui-vive, ça justement, ça se traduit après sur les difficultés à se concentrer. Ok. Merci Charlotte. Quand on est face à cette situation, comment est-ce qu'on peut agir en tant que collègue, en tant que manager ou en tant que RH? Ouais, alors il y a plusieurs choses que l'on peut adopter et ça, c'est vraiment des éléments assez concrets qui sont mis en place en entreprise. Déjà, ça va être dans un premier temps de créer un espace sécurisé lorsque la personne vient se confier ou lorsqu'on peut repérer ce genre de situation. Donc, ça va être une écoute bienveillante, sans juger, avec bien sûr de la confidentialité et le fait de ne pas minimiser la situation. C'est-à-dire on a tous une sensibilité plus ou moins grande à la violence. Pour certains, la violence, ça va être une insulte. Pour d'autres, ça va être je sais pas, je vais aller très loin dans un extrême, des coups de couteau. Bon, on a tous une sensibilité différente. Donc, il ne faut pas minimiser lorsqu'une personne arrive avec sa situation. Donc, ça, c'est important dans le cadre de l'espace sécurisé. Il va falloir après adopter une posture qui soit la juste posture. Donc, merci de m'avoir parlé de cette situation. Ce que vous vivez, c'est pas normal. Je te crois. Surtout, ça, c'est des mots qui sont très forts, qu'il faut vraiment répéter encore et encore, le « je te crois ». Et je le soulignais juste avant, ce que vous vivez n'est pas normal. Ça, je peux faire le pont très facilement avec le cadre légal. Ce que vous vivez n'est pas normal et surtout est répréhensible par la loi. Et l'entreprise a un rôle important et un rôle légal en fait. Donc l'entreprise peut protéger. Et il y a surtout des mesures qui existent dans le cadre de l'entreprise, mais aussi dans le cadre de la loi. Donc ça, c'est super important. On a des outils en fait aujourd'hui qui sont à disposition pour appeler justement le cadre légal. En petit 4, je vous ai indiqué le fait de protéger dans le cadre professionnel. Donc, ça va être la possibilité de mettre en place des mesures concrètes du télétravail ou au contraire, moins de télétravail. Si les situations à la maison sont complexes, on va peut-être justement faciliter pour que les règles justement du télétravail, 2 jours, 3 jours par semaine, il n'y en ait peut-être plus finalement, pour que la personne se sente en sécurité dans l'entreprise. Je rappelle que l'objectif, en fait, quand on a une personne qui vient se confier ou lorsqu'on dénote ce type de signaux forts, c'est de mettre en sécurité. Ça, c'est vraiment le point numéro 1, mettre en sécurité. Donc,
annulation peut-être du télétravail pendant un temps donné, changement de bureau, si en plus de ça, l'auteur est dans la même entreprise, un changement de bureau pour séparer les personnes et des horaires aménagés. Et ça, c'est dans le cadre, par exemple, d'un dépôt de plainte. La personne peut aller faire ce genre de démarche dans le cadre de son temps de travail pour vraiment être facilitant et, sur ces situations. Et bien sûr, le dernier point qui est très important et que je rappelle encore et encore, le fait d'orienter sans remplacer, puisque on n'est pas thérapeute ou juge ou policier ou voilà, professionnel. On reste dans sa posture de peut-être de collègue, d'amis, de RH ou de manager, et on va rediriger vers des ressources fortes en fait. Ok. On espère que ça vous a donné des idées d'action pour justement faire face à ces situations. Merci Charlotte. Et donc maintenant, par où commencer quand l'entreprise ne sait pas vraiment comment agir et quelles sont aussi les erreurs fréquentes à éviter? Ouais. Alors ça déjà, en point numéro 1, ce qui peut être facilement mis en place dans une entreprise, c'est le fait d'intégrer un référent VSS. D'ailleurs, je cite pour la petite anecdote, mais c'est obligatoire, au-delà de 250 salariés, il y a l'obligation d'avoir un référent interne sur le sujet des VSS. Et d'ailleurs, je crois que toi, tu as, Charline, avec ta casquette un peu RSE, une obligation sur le référent, mais vas-y, je te laisse la main sur ce sujet. Oui, c'est ça. Il est obligatoire pour les entreprises qui ont un CSE, donc à partir de 11 salariés, d'avoir un référent harcèlement. Donc ça aussi, c'est une personne qui peut être importante sur ces sujets-là et qui peut aiguiller les salariés en cas de question. Voilà. Donc, peu importe la taille de l'entreprise, un référent, c'est obligatoire. Et donc, pour 250 salariés, c'est un référent qui est sur le sujet des VSS. Alors, avoir un référent, super. Maintenant, il faut que la personne soit formée. Il faut quand même que l'entreprise lui donne les moyens. Donc, il nous faut une personne qui soit formée, qui soit visible des salariés et qui soit accessible. Si la personne est disponible une matinée tous les 3 mois, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc, on met vraiment les mesures possibles dans l'entreprise. Avec des procédures de signalement aussi. Donc, le salarié ou la salariée doit savoir à qui parler, comment lui parler. Et on envisage aussi de former les managers, d'ailleurs, à la posture d'écoute. J'ai un peu jumpé sur la fin, mais ça, c'est en lien avec le référent. Il faut former, en fait, les personnes, former vos équipes à cette posture d'écoute bienveillante, de non-jugement, de cadre sécurisé. Et bien sûr, on identifie et on diffuse les ressources qui sont des ressources gratuites, qui sont des ressources anonymes et sécurisées. Alors, en cas d'urgence, bien sûr, on n'appelle pas le 3919. Hein. S'il y a une situation vraiment grave, on appelle directement la police. Ça me paraît important de le rappeler. Mais sinon, les ressources qui sont fiables aujourd'hui en France, on a le 3919, le numéro national d'écoute. Donc, à ne pas hésiter à diffuser ce numéro. Si c'est plus simple de parler d'ailleurs en ligne via un chat, on a le chat qui est super de Comment on s'aime. Donc, pour rappel, ces slides, le replay sera disponible, donc vous aurez accès à toutes ces ressources si vous souhaitez après les communiquer. Donc, un chat anonyme et sécurisé pour Comment on s'aime. On a toutes les associations locales en fonction de la ville dans laquelle vous êtes. Et si jamais vous ne savez pas vers qui vous redirigez, il y a les CIDFF, donc les centres d'information sur les droits des femmes et des familles. Et on a aussi les UMJ, donc les unités médico-judiciaires, qui sont là. Et bien sûr, je le rappelle, les gendarmeries, commissariats, pour aller déposer plainte, sachant que ça, c'est pas une fin en soi de déposer plainte. C'est vraiment le choix de la victime. Hein. C'est pas vous, en tant que salarié, collègue, manager, etc., d'inciter à porter plainte. C'est une ressource parmi d'autres ressources. Et donc, bien sûr, on l'a mentionné un petit peu plus tôt, prévoir des aménagements possibles, des aménagements sur les horaires, la mobilité, le télétravail. Et bien sûr, le dernier point, mais pas des moindres, d'inscrire le sujet dans la politique RH et RSE. L'entreprise s'empare véritablement en 2026 du sujet des VSS et du sujet des violences conjugales. Tout à fait.
On vous a cité aussi des erreurs qui sont à éviter, puisqu'on vous a donné quelques bonnes pratiques. Bah, voilà les erreurs qui peuvent être à éviter. Le fait de vouloir aller trop vite, donc forcer à porter plainte, je vous l'ai cité d'ailleurs juste avant, c'est pas une fin en soi d'aller porter plainte, c'est vraiment la victime qui choisit de faire ça. Mais il faut respecter sa temporalité. Peut-être qu'elle voudra le faire tout de suite, peut-être qu'elle voudra le faire dans 6 mois, peut-être qu'elle ne voudra jamais le faire d'ailleurs. Donc, respecter la temporalité, c'est hyper important. Je rappelle d'ailleurs, petit chiffre, pour une victime de violence conjugale, elle va mettre 7 allers-retours avant de quitter définitivement le domicile conjugal. Donc, peut-être que lorsqu'elle va vous parler pour la première fois, son processus va être très long. Donc, il faudra encore une fois être dans cette posture bienveillante et ne pas indiquer quitte-le, quitte-la, parce que ça, malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça lorsqu'on est dans des situations d'emprise. Manquer de confidentialité, parce que si cette information est divulguée un peu à droite à gauche, ça peut mettre la personne en danger. Et je rappelle qu'on veut que son ou sa salariée soit en sécurité, c'est une obligation légale dans l'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Enquêter seul, parce que ce n'est pas notre rôle, hein, encore une fois, tout simplement, qu'on pourrait être à même de faire des erreurs juridiques, puisqu'on n'est pas avocate, on n'est pas juge. Nous, on est vraiment... on pose le cadre et on apporte des ressources. Donc, c'est ça ce qui est important. Et encore une fois, il y a un risque de retraumatisation. La personne vient se confier à vous, vous enfilez votre cape de sauveur-sauveuse, vous faites avec beaucoup de bienveillance, mais mal les choses, malheureusement, ça peut retraumatiser la victime qui derrière va se fermer et ne va plus vouloir aborder le sujet. Donc ça, c'est vrai qu'il faut faire attention. Et je le rappelais, se substituer aux professionnels. On n'est pas thérapeute, on n'est pas policier. Parfois, on est juste collègue, juste manager, juste RH. Donc, on reste dans ses bottes de RH, de manager, de collègue. C'est très clair. Merci beaucoup, Charlotte. On va essayer de synthétiser justement les informations à retenir. Donc, Charlotte, je te laisse peut-être synthétiser un peu ce que tu nous as expliqué ce matin à travers justement les violences conjugales. Oui, carrément. Donc, sur le sujet des violences conjugales, qui est donc, comme je le disais, un sujet un peu plus niche, mais qui est véritablement, au vu des chiffres que je vous ai partagés, un sujet dont on doit vraiment s'accaparer en entreprise. Le rôle de l'entreprise, toutefois, c'est pas de sauver, hein, ça vous l'avez bien compris maintenant, ni d'enquêter, c'est vraiment d'écouter, de protéger et d'orienter. Donc vraiment de partager ces ressources qui sont nombreuses pour aider son collègue, sa collègue à être en sécurité et à aller dans la bonne direction à son rythme. Je rappelle également que la loi protège et responsabilise l'entreprise. Donc, il y a un cadre légal qui est fort et qui aide, en fait, qui est là. Donc, il faut l'utiliser. C'est vraiment très important. Et bien sûr, il existe aujourd'hui des ressources concrètes qu'on vous a partagées, donc les numéros d'urgence, bien sûr, mais aussi le 3919, donc numéro national d'écoute, EMJ, les associations locales, mais aussi des outils de formation que vous pouvez vous-même, si vous êtes si vous êtes formé au sujet des violences conjugales, que vous pouvez mettre à dispo, en fait, auprès de vos salariés en entreprise. Donc ça, c'est tout à fait une chose possible. Oui. Et de manière générale, donc sur l'ensemble des violences sexistes et sexuelles, peut-être plusieurs choses à retenir déjà. Le premier, c'est que c'est encadré par la réglementation, donc il n'y a pas de tolérance à avoir vis-à-vis de ces sujets. Ce n'est pas tolérable en entreprise d'accepter des violences sexistes et sexuelles. On l'a vu à travers les slides, ce n'est pas quelque chose qui est autorisé. Ce n'est pas non plus un sujet de niche, c'est même un sujet transversal. Ça touche à la fois la santé et sécurité des salariés, ça va toucher l'égalité des chances, ça va toucher les sujets de gouvernance, de marque employeur. Donc, on a tout intérêt en tant qu'entreprise de se saisir de ces sujets, que ce soit à travers la politique RH ou la politique RSE, à vrai dire. Et enfin, il existe de nombreux moyens pour prévenir la situation. N'attendons pas d'être confrontés à un signalement, à une alerte des salariés pour commencer à agir. Vous pouvez déjà mettre en place un référent, même si vous êtes moins de 11 collaborateurs, n'attendez pas peut-être de vous saisir de ce sujet pour nommer un référent. La sensibilisation est très importante. On a beaucoup d'a priori sur ces sujets et Charlotte l'a expliqué, on n'a pas tous le même rapport à la violence. Donc, du fait de ces a priori, du fait de ce rapport différent à la violence, c'est important de reposer les bases, reposer le cadre réglementaire, réexpliquer ce que c'est une violence, réexpliquer ce que c'est le sexisme,
les violences sexuelles, etc. Donc, c'est important de remettre tout le monde sur le même niveau d'égalité à ce niveau-là, en termes de connaissances. Enfin, vous pouvez aussi rédiger peut-être des procédures d'alerte, donc c'est-à-dire expliquer aux équipes quand elles sont face à ces situations, comment elles peuvent agir, qui elles peuvent contacter, comment vont être traitées les informations l'alerte que le ou la salariée va signaler à son employeur. Tout ça, ça permet de créer ce que Charlotte a appelé tout à l'heure un cadre de confiance, un espace bienveillant où les salariés vont pouvoir s'exprimer sur ce sujet. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être faites. On espère que ce webinaire vous a donné quelques clés d'action pour justement prévenir ces sujets-là en entreprise et éviter d'attendre d'être confronté à la situation. Donc, on vous remercie avec Charlotte chaleureusement pour avoir participé à ce webinaire. Il y aura un replay, notamment sur YouTube, donc vous pourrez retrouver l'ensemble du contenu.